Bonjour Nadine. Bonjour Samia. Alors, aujourd'hui, on est à la 132e investigation Griffasie. Donc, comme tu sais, il y a deux parties. Une partie exploration fixe avec des questions sur Mhm. lesquelles on ne peut pas s'éloigner. Et ensuite, la deuxième partie, une partie libre. D'accord. Ok? Est-ce que Mhm. tu es prête pour y aller? Je suis prête. Ok, alors c'est parti. Tu fermes les yeux et tu t'étends. Et je compte de 10 à... Ouais, pendant que je compte, tu te concentres sur ta respiration qui devient de plus en plus lente et profonde. Alors je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu me dis ce que tu vois ou ce que tu perçois Mhm. de ce que l'on appelle la tour de Babel. Un, 2 et 3. Alors, ce que je vois, c'est comme une terre un peu aride. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu désertique. Continue. Euh, alors, j'ai cette image c'est bizarre, ça ressemble pas trop à notre planète. Mais j'ai l'impression que euh, oui, c'est comme un désert, et j'ai l'impression qu'on va mettre, on va offrir des choses, faire des offrandes pour que ça soit plus prospère. C'est comme si c'était un passage comment dire, de tempérie, de, de désertification et qu'il fallait ramener de la vie dedans et pour ça il faut faire des offrandes. Ok. J'ai l'impression qu'on amène de l'or en fait. Autre chose? J'ai comme une vision du veau d'or en fait, de Un épisode de la Bible aussi? oui, oui, oui. C'est bizarre, je vois ce paysage un peu désertique, un peu rouge, c'est brûlé par le soleil, j'ai l'impression. Et je vois cet or qui arrive là, c'est comme si on poussait plein d'or là, comme ça, comme si on voulait faire des offrandes pour obtenir quelque chose. Ben, j'ai l'impression plus de richesse, quoi. Enfin, de l'eau, enfin, en fait, c'est comme une offrande au temps, en fait. Enfin, au temps pour que les récoltes soient plus abondantes. Enfin, Ok, très bien. Maintenant, j'aimerais que tu décodes les informations ésotériques inhérentes au terme hébreu balal. Donc déjà, déconnecte-toi de la scène que tu mhm. observais, voilà, et concentre-toi, focalise d'un point de vue ésotérique, ressens l'énergie du terme hébreu balal, dont est issu le mot Babel et qui signifie confusion. Ressens l'énergie de ce mot. Balal.
Ce qui me vient, c'est un mouvement comme ça. Ce que je ressens dans mon corps. Mhm. Là, actuellement, c'est comme si on faisait comme ça pour ramasser les choses, quoi. D'accord. Euh, ramener vers soi. Mhm. Ramener vers soi, vraiment ramener, puis garder comme ça. Mhm. Ok, très bien. Dans la Genèse 11, verset 1-9, il est écrit que toute la terre avait une seule langue et utilisait les mêmes mots. Qu'en perçois-tu? Ce que je perçois, c'était plus un langage corporel en fait. Mhm. Et c'était assez basique dans les échanges de donner à donner, de... Oui, c'était plus primaire. Ok, très bien. Toujours, dis-moi. Oui, je voyais... Oui, ça m'évoque vraiment le langage corporel. Parce que les choses étaient plus physiques, corporelles en fait. Mhm. La communication. En fait, c'était pas l'écriture, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. En fait, c'était vraiment que corporel en fait. Mhm. Donc le langage était corporel. Ouais. Mhm. Ok. Toujours dans la Genèse 11, verset 1-9, il est écrit que le Seigneur est descendu pour voir la ville, c'est-à-dire la tour de Babel, que les humains avaient construite. Et il a décidé de la détruire et de répandre les hommes sur toute la terre. Déchiffre ces informations et dis-moi ce que tu perçois à ce sujet maintenant. Ben, ce qui me vient, c'est que l'homme est grand et qu'en même temps, on a cherché à le rendre petit et en le divisant en fait, en l'éparpillant. Mhm. C'est le diviser quoi. Parce que en fait, c'est un rapport de force. On veut le rendre petit, et on veut surtout pas qu'il grandisse. Ce tour de Babel, ça me fait grandir, grandir, grandir. C'est en puissance en fait. Et il faut surtout pas. En fait, cette tour de Babel, elle est un peu l'image de l'homme, que l'homme est puissant et qu'en même temps, il remet sa puissance à l'extérieur, quoi. Mm. Voilà ce que ça m'évoque là. Mhm. Pour autant, cette partie de la Genèse contredit ce qui a été écrit précédemment, à savoir que les fils de Noé avaient chacun leur propre territoire et leur propre langue. Que perçois-tu au sujet de ces informations d'un point de vue Euh, oui. ésotérique, purement ésotérique? C'est l'unicité en fait. Ce qu'on veut dire par leur propre langue, leur propre territoire, c'est qu'ils s'appartenaient en fait. Il y a un aspect vraiment par rapport à ça. Ils s'appartiennent. Ils sont eux-mêmes en fait. C'est dans leur unicité, Mhm. leur propre individualité. Euh, ils avaient conscience d'être différents en fait, les uns des autres. Autre chose. D'être unique, ouais, vraiment une unicité d'unique. Mm. Qu'est-ce que tu vois exactement? Est-ce que tu vois une scène particulière? Bah là, je voyais un personnage prendre de la consistance, enfin, être dans sa bulle énergétique, enfin, comment dire, entouré de son énergie et être lui-même en interaction avec les autres. Et voilà. Ok. La tour de Babel a-t-elle vraiment existé? Oui, non ou partiellement? Non, c'est pas quelque chose de physique. Mhm. Euh, Ce que je perçois, c'est c'est vraiment une construction à l'intérieur de l'homme. Je te dis, à la tour de Babel, euh, l'image de la tour avec les fenêtres et tout ça, c'est toutes les fenêtres qu'il a en lui-même, en fait. Et en fait, il faut.
il fallait détruire ça pour que l'homme n'ait pas toutes ses fenêtres, en fait, toutes ses possibilités, en fait. C'est très symbolique, en fait. Mhm. Euh, Quelle est la signification ésotérique de ce récit biblique? c'est vraiment... euh, Ésotérique. Plonge-toi dans l'information ésotérique. je dirais qu'il y a un maintien ouais, mettre la pression euh, sur l'homme pour qu'il reste petit. Je reste à ça. Mhm. Euh, je dirais que c'est extraterrestre, moi. Mhm. Je perçois sur le côté enfin voilà, je vois un grand personnage assez mince. C'est pas humain. C'est assez osseux. Enfin, c'est bizarre. C'est assez longiligne comme personnage. Mhm. Je connais pas trop ce. Si, moi je distingue mieux sa tête. Il a une grosse tête avec des petits yeux. Mhm. Mais il a un corps assez maigre et assez longiligne en fait, mais une grosse tête. Enfin, ce qui est proéminent, c'est surtout le haut de la tête. Mhm. Le bas de la tête est très petit. Tout ce qui est menton, enfin, partie, même avec des yeux, ça a des yeux noirs un peu globuleux. Mhm. Ok. Et je vois que ça manœuvre en fait comme il cherchait à écraser les humains en fait, comme s'il cherchait des moyens pour mettre la pression. Ok. Est-ce qu'il y a un contrôle de temps? Hmm. Je pense que ces êtres, à une certaine époque, ils pouvaient contrôler le temps. Donc ils se sont rendus compte que ça mettait les humains dans une grande peur, en fait, de manquer. Ok. Identifie la personne ou l'être ou la conscience ou la chose, peu importe. Identifie ce qui a écrit la Genèse 11 et quel était son objectif. Qu'est-ce qui est écrit Qui a écrit la Genèse 11? Qui? Le créateur de la Genèse 11. Maintenant. Alors, je vois quelqu'un en train d'écrire, mais c'est plus un humain, en fait. Mhm. C'est quelqu'un qui canalise les informations et qui... c'est comme s'il écrivait l'histoire, en fait. Je dirais que c'est comme un prêtre, quelqu'un qui vit assez reculé. Mhm. Autre chose? Je vois quelqu'un qui est habillé avec du drap, en fait, un drap marron, et quelqu'un, ouais, qui écrit. Donc tu vois deux personnes? Non, je vois qu'une seule Une seule personne. personne, d'accord. Quel est son objectif? Mais je vois pas tellement son visage parce qu'il y a, en fait, il y a une robe de bure, en fait, avec une capuche. Et je vois la capuche, je vois pas la tête. Mhm. Tu sais que tu es illimité. Si tu veux le voir, tu vois. Tout est à ta portée. Oui, je vois un homme assez âgé. Mhm. C'est quand même un homme de pouvoir. C'est quand même comme s'il pouvait influencer par son esprit, en fait. Euh, il est la conscience de ce qu'il écrit, ça va être important. Alors peut-être il y a une forme de manipulation de ces êtres-là. Hmm. L'objectif. Ça peut être eux qui guident.
qui dicte. L'objectif. Pose-lui la question. À ce personnage qui écrit. Pose-lui la question. Télépathiquement. Lui, il pense faire le bien. Hein. Lui, c'est comme s'il se sentait le gardien de la morale ou le gardien de la vérité, quoi. Demande-lui pourquoi est-ce que tu écris ça, cette histoire. Quel est ton objectif? C'est tellement fort ce qu'il ressent que il peut que l'écrire et qu'il est emmené par ça, en fait. D'accord. Il est possédé par ça. Ok. Il écrit sans s'arrêter. Oui, pour lui, c'est sa vocation. Il est dédié à il ça. Il n'y a aucun doute. Il est complètement investi dans cette écriture. Ok. Visualises-tu des symboles ou des symbiologies liées à la tour de Babel? Oui, non ou partiellement? Est-ce qui me vient? Non, mais après, ça n'a rien à voir avec. En fait, j'ai regardé un motif de tour ce matin que j'ai fait, moi. Et du coup, ça me revient beaucoup. Et en fait, cette tour, c'était un rapport avec l'énergie de la colère. Donc, et c'était une tour comme ça, avec des fenêtres et des symboles. Ce matin, tu as regardé ça? Oui, je regardais ça. Alors que tu tu savais pas du tout. Oui, mais souvent ça arrive. Souvent. Ouais. Ok. Donc tu vas quand même te détacher, d'accord, Je me détache de cette réalité physique qui est la tienne, d'accord? Totalement détaché. Et tu vas plutôt t'imprégner de ce que lui sait de cette tour de Babel, de ce récit, et capter les symboles qui sont rattachés s'ils existent, d'accord? La tour de Babel, ce qui vient vraiment, c'est verticalité en fait. C'est vraiment une verticalité, c'est une connexion. C'est vraiment une connexion. Une connexion avec d'autres mondes en fait, d'autres énergies en fait, qui font grandir quand même. Je vois quelque chose qui s'agrandit. C'est comme un sas, c'est comme si... oui, c'était une façon de changer de monde, comme si on pouvait se téléporter dans d'autres dimensions avec cette tour. Enfin, c'est pas une tour, c'est quelque chose d'énergétique en fait, c'est pas quelque chose de physique. Est-ce que tu la vois énergétiquement? Oui, je vois comme un rayon vertical. Si tu la touches, comment est-ce que tu te sens? Ça fait grandir mon énergie. J'ai l'impression que ça amplifie l'énergie. À qui appartient-elle? Ça fait monter en vibration en fait. Qui a créé cette tour? Juste en la touchant, tu le sais. Ce qui veut, c'est la conscience en fait. La conscience? Le créateur, ouais, c'est créateur, c'est ta conscience. Cette énergie, elle fait créer, quoi, en fait. Elle nous fait créer. Mais c'est la conscience de qui? Alors, ce que je perçois, c'est comme si c'était le jeu de plusieurs consciences tout autour. Enfin, c'était partout, quoi. Regarde, ce sont des consciences humaines, des consciences non humaines. Je dirais qu'il y a plein de consciences qui regardent du haut, en fait. Identifie l'ADN de ces consciences. Ouais, mais il y en a tellement, en fait. Tu vois quelque chose de très... C'est comme s'il y avait plein de planètes autour et plein de consciences autour, quoi. Donc c'est général. C'est un jeu d'ensemble, en fait. Pourquoi et où se trouve cette
colonne d'énergie que tu vois là, où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce que physiquement elle a un ancrage? Je dirais qu'elle bouge parce que je la voyais dans la mer, je voyais le côté Pacifique. Puis après, je vois comme si elle se déplaçait en fait. Elle se déplace. C'est étrange. C'est Aujourd'hui, en 2022, où est-elle? Regarde. Ce qui me vient, c'est les États-Unis en fait. Mhm. Regarde d'un point de vue énergétique ce qui se passe autour de cette colonne énergétique. Alors, ce que je perçois, c'est comme si ça captait en fait l'esprit de tout le monde. En fait, ça fait monter en énergie. Mhm. Et du coup, en fait, toute la somme des pensées, tout ça, ça les crée en fait. Et ça choisit un peu au hasard. Enfin, comment dire, je sais pas si c'est au hasard, mais ça prend une masse d'informations. Peu importe la fréquence des informations, des pensées. Ah ben tout le monde tout le monde est impacté par cette montée en vibration en fait, même sans en avoir conscience. Et, et Tu me dis, pour que je comprenne bien, d'accord? Tu me dis que cette colonne d'énergie est créée par une multitude de consciences, ouais, humaines et non humaines. Jusque-là, j'ai bon? ouais. Ok. Et que cette colonne, finalement, absorbe en même temps les pensées des êtres humains qui l'aperçoivent ou pas, ou qui l'aperçoivent consciemment ou inconsciemment. Mm, Est-ce que j'ai bien compris? ouais. Mhm. Et ça crée des choses en fait. J'ai l'impression que ça crée des choses, mais eux, qu'ils ont eux un droit de regard, enfin, sur ce qui se crée en fait. Qui, eux? Bah, les consciences autour, comme si voilà, c'est une façon de nous surveiller et de nous. Tu vas comme trouver la conscience, celle qui va te capter le plus. Les consciences parmi celles qu'on crée cette tour, d'accord? Tu vas comme être attiré spontanément par une Ouais, conscience ouais. créatrice. Mm. Dis-moi. Dis-moi. Euh, je vois, c'est pas très positif. Enfin, je perçois pas vraiment la conscience, mais l'énergie, ça trépigne, ça s'énerve, c'est hargneux, quoi. Je sais pas, ça me Ok? semble hargneux. Ok. Tu vas identifier son énergie et tu vas regarder si elle fait partie de la constitution énergétique de cette tour de Babel. Est-ce qu'il fait partie des créateurs de cette tour Oui, ce qui me énergétique? vient spontanément, oui. Mm. Mhm. Parce que ça aspire quand même. Je sais pas, c'est comme si. Pourquoi est-ce que tu te sens bien quand tu la touches, cette tour alors? Si la fréquence de l'être qui est créateur, en tout cas propriétaire de cette énergie, est aussi désagréable. Ben, parce que ça fait augmenter les vibrations, donc en fait, à partir du moment où enfin, les vibrations sont augmentées, voilà, enfin, moi ça me met dans un état d'euphorie. Mais Enfin, pourquoi? voilà, parce que Comment ils font pour augmenter les fréquences alors que ce potentiel créateur de cette tour énergétique que tu perçois est aussi basse? Qu'est-ce qui est aussi désagréable? Qu'est-ce qui crée cette fréquence élevée? ce qui me vient, c'est coalition, parce qu'en fait, c'est la somme de plusieurs consciences. Mhm, Donc c'est pas que celle-ci. mhm. Après, celle derrière, là, qui est, je la vois sur la droite, un peu hargneuse et tout, mais je dirais qu'elle est hargneuse parce que ça se passe pas comme elle veut, quoi, en fait.
et que Tu vas lire son esprit, d'accord? Tu vas lire son esprit et mm. toutes les informations au sujet de cette tour te viennent. Toutes. Mais parce que c'est pas lui qui l'a créé, hein, c'est vraiment, ça s'est fait, comment dire? Donc, d'une certaine façon, il profite. Oui, il profite de ça, mais c'est pas lui qui l'a créé. Mhm, C'est vraiment le. J'ai l'impression que cette chose-là, elle fait partie d'un équilibre général, en fait. mhm. Ça part du principe que tout est connecté ensemble. Nous, on est sur notre terre, on fait ce qu'on a à faire sur notre terre, mais en même temps, ça génère beaucoup plus de choses, même au niveau des autres consciences, en fait. Ça, tout est connecté, donc en fait, eux, ils ont besoin de nous et de notre terre pour exister parce que ça correspond aussi à leur système. Ok. Et c'est une énergie, hein, donc ils en ont besoin. Donc voilà, euh, Ok, donc ils viennent se nourrir, s'ils chopent des fréquences un peu plus à leur nourrir ou portée. observer parce que Ok. et surveiller aussi. Mm. De façon très courte, dis-moi comment cette tour énergétique impacte l'humanité aujourd'hui. Est-ce qu'elle a un impact positif ou est-ce qu'elle a un impact négatif? Je dirais positif, moi. Ok. Parce que c'est une grande puissance en fait. Ça donne une grande force, une grande énergie, comment dire, de conscience liée qui monte en fait, qui s'élève en fait. Mhm. Ça fait élever les consciences. Et qui participe à cette fréquence élevée? Je me pose la question puisque si je constate un peu et on peut avoir cette discussion toutes les deux aussi, c'est que c'est pas très reluisant en ce moment, au final, les fréquences. Ouais, mais en fait j'ai l'impression que ça vient de la Terre aussi. Que Mhm. là maintenant je vois comme une boule de feu à l'intérieur, enfin comme si cette énergie elle prenait toute la terre et qu'elle montait comme ça sur ce tube, enfin je sais pas un tube. Au début je voyais Jusqu'où elle comme un va? tube Va au bout. et Va au bout. Celui-là. bah ça va vers plus vaste en fait, j'ai l'impression plus grand, c'est comme si tu vois c'était un Suis, sas va au bout. Va au bout. et qu'après ça s'étend et là c'est infini en fait. C'est Mhm. comme s'il y avait un champ de potentiel infini quoi. Ok. Et du coup c'est super ouvert, c'est juste un passage qui est étroit en fait. Ok. J'ai l'impression que sur la Terre le passage il est étroit pour être conscient en fait. C'est dans euh, tu vois ça se déplace parce qu'en fait c'est comme si on pouvait pas y avoir accès tous comme ça quoi. Mhm. Est-ce que cette tour a toujours existé depuis que existe? Ou est-ce qu'elle est liée particulièrement à la Terre elle-même? Je dirais non parce qu'elle a été plus large à certains moments. Mhm. Là, ça s'est resserré. Tu vois, c'est comme si euh, je voyais la Terre avec la somme des pensées comme dans un aquarium et qu'il n'y avait qu'un sas Mhm. pour monter et après, hop, parce qu'en fait, c'est un peu à l'image de notre conscience, en fait. Là, elle est resserrée, elle est un peu dans l'entonnoir, quoi. Mhm. Mm. Ok. J'aimerais qu'on revisite, avant de revenir pleinement dans notre vie, dans notre réalité physique, j'aimerais qu'on aille revoir ce prêtre que tu as vu qui écrivait. Mhm. Allez, on se plonge dans cette scène, au contact, aux côtés de cet être humain que tu percevais. Quand tu y es, tu me le dis. Mhm. Qu'est-ce que tu... Bah, je vois qu'il est un peu inquiet, en fait, quand il écrit. Pourquoi? Euh, c'est important ce qu'il écrit, quand même.
Tu me laisses parler directement à cet homme? Mhm. Demande-lui son prénom. Mathieu. Ok, laisse-moi avec Mathieu. Mathieu, Mhm. bonjour. Bonjour. Je m'appelle Samia. Bonjour Samia. Est-ce que tu me ressens, me perçois? Je t'aperçois. Qu'est-ce que tu perçois de moi? Une petite lumière. Tu sais de quel Une grande lumière. Mhm. temps? Tu sais de quel temps je viens? De quelle temporalité? De tous les temps. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu es inquiet? J'ai peur de ne pas avoir le temps de finir. Qu'est-ce qu'il faut que tu finisses? C'est ce que j'écris, c'est important. Il faut que je finisse de rédiger tout ça, c'est important. Pourquoi c'est important? C'est important pour les consciences à venir. Qu'est-ce que tu veux délivrer comme message? La paix, la joie, enfin, La tour de Babel? C'est la paix et la joie? la tour de Babel, c'est du donnant-donnant. Mhm. Qui donne à qui? Nous donnons et on reçoit. Mhm. Qui te donne? Qui nous donne? À nous? Dieu le grand tout, quoi. Mhm. Et qu'est-ce qui nous donne? Il nous donne tout. Et toi? Et nous, qu'est-ce que nous donnons? Nous donnons tout. Qu'est-ce que tout? Tout, c'est nous. Notre existence physique, notre force de travail, notre... voilà, c'est... Nous sommes au service. Au service de quoi? De qui? Au service du plus grand. Tu le connais, le plus grand? Et le plus grand, c'est celui qui donne la paix. Mhm. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Je sais qu'il nous délivrera. Il nous délivrera quand nous quitterons notre enveloppe physique, on sera en paix. Pourquoi est-ce si important d'écrire ce récit biblique? Parce qu'il faut que les gens écoutent et se plient. Se plie à quoi? Se plient à ce qui est la destinée de l'homme, c'est de servir. Donc c'est pour faire peur? Non, c'est la destinée de l'homme, c'est servir. L'homme est heureux de trouver sa place au milieu de ses congénères et de faire ce qu'il a à faire, c'est tout, quoi. Ouais. Moi, je fais ce que j'ai à faire selon ma propre idée de la création. Eh bien, c'est égoïste parce que c'est l'ensemble qui compte. Regarde. Regarde ma création. Est-ce que c'est égoïste? Regarde. C'est quelle est ta création? Regarde là. Je te la montre. Là. En quoi est-elle plus égoïste que la tienne? Mais elle est différente. Pourquoi? Ce n'est pas la même source.
Qui est ton maître? Est-ce que tu peux me le présenter? C'est celui qui prend soin de moi, celui qui m'encourage à faire ce que j'ai à faire. Est-ce que je peux lui parler? Tu m'autorises? Peut-être que ça pourrait m'intéresser de le servir. Peut-être que je pourrais améliorer ma propre création en servant la sienne. Est-ce que tu me permets de lui parler pour savoir? Tu es un peu prétentieuse, je trouve. Comment s'appelle ton maître? Comment s'appelle-t-il? Satan? 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 Intéressant. Puis-je lui parler? Tu me permets? Tu ne peux pas lui parler. Pourquoi? Je suis trop différente de tout ça. Puis moi, j'ai un rapport privilégié avec lui. Est-ce Il ne que s'intéresse pas aux gens comme toi. il me semblait que la Bible, les tours de Babel étaient des messages divins, bienveillants, et que Satan était un peu la représentation du mal. C'est ce qu'on dit, mais Comment as-tu rencontré Satan la première fois? Comment ça s'est passé, dis-moi. Mathieu, hmm, comment ça s'est passé? il est venu me voir. Mhm. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? J'étudiais Ouais. et je ne savais pas ce que je devais faire. Il m'a montré la voie. Mhm. Comment? Il m'a fait éprouver quelque chose de bien plus fort que ce que j'avais éprouvé jusqu'à maintenant. Il m'a enivré avec quelque chose de tellement plus grand. Mhm. Et j'étais animée de quelque chose de plus grand. En quelle année terrestre te trouves-tu aujourd'hui? Quelle est la date pour toi? À l'instant où tu rencontres Satan pour la première fois? 3000. Mhm. Il me porte. Il a plus de corps que... Ouais. Il, euh, il fait que ça rayonne, que tous les yeux sont portés sur moi, que je suis écoutée, je suis respectée. Mhm. Tu sais que cet écrit que tu es en train de rédiger va faire partie d'un livre qui va s'appeler la Bible. Tu es au courant ou pas? Oui, je sais que ça va impacter les gens. Mhm. Qui d'autre a écrit la Bible? Est-ce que tu Nous connais? sommes plusieurs. Tu les connais? Pas tous. Mhm. Tu en connais certains? Oui.
Est-ce que vous vous rencontrez? Nous avons l'habitude de nous rencontrer, oui. Nous Comment? avons été aussi témoins de certaines choses et Mhm. mm, De quoi? de certaines prophéties, de la venue d'un homme Mhm. De qui qui? était qui était pas vraiment un homme, Comment s'appelle-t-il? mais Jésus. Mhm. À l'heure où je te parle, il est arrivé ou pas, Jésus? Oui, il est là. Mhm. De quoi a-t-il l'air? Aujourd'hui. Non, dans ton époque à toi. Ah, c'était du passé. C'est du passé. Il est plus là. Enfin, il est plus là sous la forme où il est venu. Mhm. Comment ça se fait que tu es en 3000? Je suis en 2022. Pourquoi est-ce que tu te trouves en 3000 en train d'écrire ce texte? Il n'y a pas de temps. Je sais. Mais toi, tu es un être humain avec un corps physique qui est en train d'écrire un texte Je bien ne suis pas physique. complètement humain. Mhm. Qu'est-ce que tu es alors? Je suis un hybride Mhm. Avec quoi es-tu hybridé? avec d'autres, avec plusieurs autres. Mhm. Est-ce que tu connais la Terre en 3000? Oui, je vis là. Mhm. Comment est-elle la Terre en 3000? Il y a beaucoup de noirceur. Mhm. Évidemment. Comment tu te sens dans le corps de Nadine? Elle est trois. Mhm. Laisse-moi avec Nadine. Déconnecte complètement Nadine. Déconnectée. Tu chasses toutes les fréquences qui ne sont pas les tiennes de ton corps. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, ça me portait sur le cœur quand même, Mhm. sur la poitrine. Est-ce que tu vois cet être que tu canalisais? Ouais, je le vois toujours avec sa robe de bure, alors je le vois plutôt comme un homme du passé, mais manifestement c'est un homme du futur, alors Mhm. je crois que ça... Hmm. Son ADN. Regarde. Alors il doit avoir 30% d'humain, hein. Mhm. Après le reste, c'est... Il y a au moins trois autres ADN avec... Enfin, trois autres... Nomme-les. Bon, il y a du reptilien. Mhm. Et il y a du gris. Mhm. Et le troisième,
Je vois toujours ce personnage, mais je sais pas trop ce que c'est. Le Euh, personnage longiligne que tu ouais, voyais ouais, au ouais, départ? mais ici tout blanc en fait. J'ai l'impression que c'est le personnage intraterre, ça. Hmm. Mhm. Est-ce que c'est l'être humain du futur? Oui ou non? Bah non, ils ont toujours été là, ceux-là. Mhm. Cet être hybridé que tu perçois, Hmm. est-ce que c'est l'être humain du futur? Oui ou non? Non, non, non. Ok. Comment est-ce que tu vois la Terre en 3000 à travers ses yeux? Mais je vois le ciel, je vois qu'il fait beau, je vois des espaces en verre comme des coupoles. Fréquentiellement, Il y a des comment... jardins. C'est assez lumineux, c'est assez haut. Il m'a parlé de noirceur. Hmm. C'est peut-être ce qu'il voudrait. Hmm. Fais des Bah, en tout allers-retours. cas, c'est assez joli, hein, en fait. Hein. Fais des allers-retours, des va-et-vient sur la création que tu vois et sors de cette vision à travers son regard. C'est toi. Toi en 3000. Toi en 3000. Et tu regardes la Terre. Maintenant. Je vois des grands édifices. Ça fait comme des formes d'accordéon, un peu. Mhm. Je vois des grands espaces, c'est assez ordonné. Je vois de la végétation. Et l'humanité. Tu la vois? Ouais, j'ai l'impression que en fait c'est mix, que en fait il n'y a pas que des humains sur Terre en fait, qu'il y a d'autres êtres, mais qui vivent avec nous en fait, c'est pas un problème. Mhm. Mm. Est-ce qu'on a toujours ce système de hiérarchie, de gouvernance? Ou est-ce qu'on a organisé notre vie sociétale autrement? Non, j'ai l'impression que chacun connaît sa place en fait, il n'y a pas comment dire à chercher à obtenir en fait, chacun fait ce qu'il a à faire. Enfin, ouais. Chacun fait ce qu'il a à faire selon qui? Eux-mêmes ou selon un ordre établi? Selon son énergie. Selon son énergie. Ok, très bien. Dans le présent, Nadine. Maintenant, Mm. déconnecté de cette scène, de tout et de tous, complètement déconnecté, tu reviens à toi, à tes fréquences avec le un. Tu es dans ton espace énergétique essentiellement, dans ta mère fréquentielle à toi. La fréquence que tu as choisie, la fréquence qui te plaît le plus. Et tu nages dans cette fréquence au sein de ton espace énergétique. Et avec le 2, cette fréquence imprègne ton corps physique et tu sens ton corps physique se réanimer pleinement à travers cette fréquence. Son énergie vitale, déjà dynamise, réanime, amène toute la légèreté nécessaire pour chasser la lourdeur dans ton corps et tu te sens merveilleusement bien. Jeune, tu as gagné au moins 10 ans. Oula. Et j'ai dit au moins. Si tu veux pousser jusqu'à 20 ans, Allez. pas de limite. Tu te sens merveilleusement bien, évidemment. Et quand tu veux, avec le 3, tu ouvres les yeux. Et voilà. Ok.
Comment est-ce que tu te sens, Avec Nadine? 20 ans de moins, ça va. Est-ce que tu les sens, tes 20 ans de moins? Ouais. Donc émotionnellement, j'ai la Oui, ça sensation va que ça bien. va. Ouais, ça va. Physiquement Ah oui, ça va. aussi. Oui, Parfait. tout à fait. Bon, ben écoute, beau voyage, encore une fois. Intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est marrant que tu aies pu explorer tes tours à toi, tes créations à toi, avant de faire Bah oui, l'investigation. ça m'arrive assez souvent d'avoir des informations avant, Ouais, en fait. bon, ouais, c'est pas choquant, mais c'est vrai que ça m'a quand même surprise. Je trouve ça toujours un peu magique. Bah oui, je te montrerai. Avec plaisir. Mm. Nadine, je te remercie. Et moi aussi, Mhm. tu vois, je reviens tranquillement. Je te remercie. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle investigation. Au revoir, Samir. Salut. Salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi. Come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
Per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.